Jean-Christophe Lagarde, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis. Alors pour vous, l'alliance avec les Républicains n'est plus une évidence. Est-ce que vous êtes opposé à une alliance avec la droite en général ou avec la droite de Laurent Wauquiez? Avec cette espèce de dérive permanente de la droite depuis maintenant plusieurs années, qui va vers toujours plus d'excès, toujours plus de radicalisation, toujours plus de course derrière des idées de l'extrême droite ou de la droite extrême. Bref, cette droite qui se rétrécit. Vous savez, ce qui est assez frappant, c'est que l'UMP en 2002, voulu par Jacques Chirac, c'était à la fois la droite et le centre, disait-il. Aujourd'hui, c'est même plus toute la droite. Et on le voit bien d'abord parce que les Républicains ont quitté les députés qui sont venus nous rejoindre dans le groupe Les Constructifs. Et on le voit aussi parce que parmi les élus locaux, parmi les militants, il y a beaucoup de gens qui, comme nous, n'ont pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour, qui souhaitent que son action réussisse parce que ce serait la réussite de la France, et puis qui sont en désaccord avec un certain nombre de choses, la hausse de la CSG et d'autres. Mais très peu quand même de Républicains ont quitté le parti. Pour terminer ma phrase, mais qui, au fond, ne peuvent pas se résoudre à se voir incarnés par la ligne de la droite dure, très dure, de Laurent Wauquiez. Et très concrètement, je pense qu'il y a dans les gens qui ont voté au deuxième tour pour Emmanuel Macron, qui ne partagent pas tout ce qu'il est en train de faire, et c'est notre cas. Il y a des choses que nous partageons et des choses que nous contestons. Mais il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent. Alors vous allez dire, il n'y a pas beaucoup de gens. Vous savez, dans les systèmes partisans, mais les partis politiques ont quand même beaucoup souffert dans cette élection. Des gens qui sont très accrochés, organiquement, parfois affectivement, à un parti. Mais moi, je ne parle pas des militants d'un parti politique. Je parle des citoyens français qui veulent, comme nous voulons le faire à l'UDI, faire une chose simple, juger toutes les propositions une par une. Pas faire un package global, pas en permanence dire que tout est bien quand on est à La République En Marche ou au Modem, ou tout est mal quand on est chez les Républicains ou chez Mélenchon. Mais est-ce qu'il n'y a pas des Républicains dans lesquels vous vous retrouvez? Je pense à Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Christian Estrosi, tout ça. Ils sont toujours chez les Républicains. Il y a des Républicains avec qui je peux, et je l'ai dit, travailler sans difficulté. Vous venez d'en citer quelques-uns. Je me demande s'ils sont encore Républicains. Parce que s'ils partagent ce que j'entends de cette droite qui se veut décomplexée, entendez-la, nous tout seuls, ayant toujours raison, nous renfermant sur le petit noyau le plus radicalisé de la droite. Ce que vous leur reprochez, c'est peut-être de ne pas vous faire de place, en fait, chez les Républicains, qu'il n'y a plus de place pour l'UDI? Je demande aucune place chez les Républicains, madame. Je vous rassure, aucune. Je n'ai pas du tout besoin de ça. L'UDI est une force politique qui affirme encore plus son autonomie, son indépendance, qui choisira ses alliés et qui choisira les sujets sur lesquels elle partagera des idées, un par un, comme le font les Français. Quand j'entends, par exemple, M. Blanquer, dans l'éducation nationale, dire, voilà, on est en train de transformer, on met plus le paquet sur les petites classes, on fait en sorte que dans les zones les plus en difficulté, on donne plus d'égalité des chances, on arrête avec les délires des pédagogistes depuis des années, et on reprend des méthodes pédagogiques qui ont fait leurs preuves. Je suis d'accord avec M. Blanquer, qui est un très bon ministre de l'Éducation nationale. Quand j'entends qu'on augmente la CSG, je ne suis pas d'accord. Quand j'entends Emmanuel Macron dire qu'on a besoin de relancer l'Europe et de mieux fédérer nos pays éloigné de la droite, fort. finalement. Est-ce que vous êtes si éloigné des Républicains? Mais vous voulez absolument qu'on soit proche des Républicains? Au moment où je vous dis qu'ils sont en train de s'éloigner de nous, pardon, je ne partage pas la vision de l'Europe de M. Wauquiez. On réduit l'Europe à 6 pays, on ne fait plus rien, on éjecte le reste, on fait table rase du passé. Pardon, je termine. En revanche, je suis quasiment à 100% d'accord avec ce que dit M. Macron là-dessus. Et quand on parle de la taxe d'habitation, des finances des collectivités locales, je suis contre. Est-ce qu'on a le droit dans la vie politique française de ne plus être dans la politique réflexe, mais dans la politique réflexion, de prendre les sujets un par un et de juger, sujet par sujet, ce qui est bon ou mauvais pour notre pays. Mais est-ce que vous ne prêtez pas de mauvaises intentions à Laurent Wauquiez? Finalement, il a toujours dit qu'il ne pactiserait pas avec le Front National. Est-ce que vous ne prêtez pas de mauvaises intentions? Merci, c'est exactement l'effort, que je crois demandent les Français. D'arrêter d'être dans la posture. Ça veut dire quoi d'expliquer finalement aujourd'hui que les baisses de dépenses publiques que propose le gouvernement, il faut pas les faire. Les Républicains, si, mais faut en faire plus, les Républicains et M. Wauquiez, que vous souteniez d'ailleurs pendant la campagne de la présidentielle. Les Républicains et M. Wauquiez disent aujourd'hui qu'il ne faut pas baisser les dotations aux collectivités locales. Je pense d'ailleurs pour ma part que ça va trop vite et que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais enfin, ça sera un débat trop long. Ils proposaient plus hier. Donc, on est dans la posture. Et je pense que la posture, elle finit par confiner à l'imposture. Et que c'est ça que les Français ne supportent plus. C'est simplement d'assumer quand on a des points de convergence, des points d'accord, et que ça fait avancer la France, tant mieux. Et puis on a des points de divergence, ne les masquons pas non plus. On va en parler après. Je voudrais juste qu'on écoute Gérald Darmanin qui s'est exprimé ce matin et vous réagissez juste après. Ça fait 5 mois qu'ils auraient dû nous exclure et manifestement ils ont du mal à trouver l'article des statuts qui nous permettent d'exclure ceux qui servent l'intérêt général. La deuxième des choses, c'est que je constate personnellement qu'un certain nombre sont plus courageux aujourd'hui alors qu'ils auraient dû l'être
au moment où une radicalité assez forte s'exprimait dans le parti politique auquel j'appartiens. Je préférais effectivement partir ou me voir exclure que de soutenir la politique que M. Wauquiez semble vouloir mener, c'est-à-dire celle de la droite extrême. Mais dans quel cas on perd son âme Quand on est les Républicains. Quand on ne choisit pas le bulletin de vote entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je constate que le président Macron il est bien moins sectaire que les dirigeants de ma famille politique. Parce que le président Macron il m'a jamais demandé de choisir entre mon parti politique et l'intérêt de la France. Il a demandé qu'on travaille à l'intérêt de la France. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette procédure d'exclusion ? Je m'en fiche éperdument. Je pense que c'est marginal et que c'est un problème interne aux Républicains. Est-ce que vous allez tendre la main à ces Républicains qui pourraient être exclus, et notamment ceux qui sont dans votre groupe ici à l'Assemblée, Thierry Solère, Franck Riester ? Est-ce que vous avez l'intention de former quelque chose ensemble ? Est-ce que ce groupe Les Constructifs, il n'a qu'une vocation à être un groupe parlementaire finalement ? Pardon de vous dire que je ne vais pas leur tendre la main, nous l'avons déjà fait. L'UDI pourrait avoir son groupe à l'Assemblée nationale, mais nous avons décidé de travailler avec des Républicains qui ne partagent pas cette radicalisation de la droite et qui partagent les mêmes valeurs que les nôtres. Quelles sont ces valeurs ? Le libéralisme économique avec de la responsabilité sociale. La construction européenne comme le moyen de nous protéger contre les grands ensembles mondiaux dans le cadre de la mondialisation. Le paquet mis sur l'éducation pour qu'il y ait de l'éducation, pour qu'il y ait de l'égalité des chances. L'exigence d'autorité de l'État qui a tant été perdue, et notamment sous le quinquennat de François Hollande. Voilà des valeurs que nous partageons et plutôt que de les laisser seuls, si j'ose dire, je leur ai proposé, il y a de cela quelques mois, que nous puissions travailler ensemble. Et que veut incarner l'UDI demain avec ces gens venus des Républicains et avec d'autres d'ailleurs simplement ce centre et cette droite progressiste qui existe dans notre pays. Et on ne peut pas laisser le champ politique vide entre, d'un côté, Emmanuel Macron et Mélenchon, et de l'autre côté, Emmanuel Macron, Madame Le Pen ou Laurent Wauquiez. Mais vous trouvez que vous vous faites entendre ici à l'Assemblée ? Vous avez l'impression que le groupe constructif s'est fait entendre depuis le mois de juillet ? Ah mais Madame, je vous assure, il y a très peu d'amendements qui sont passés. Si je peux me permettre, je vous assure qu'on se fait entendre. Est-ce que vous en parlez souvent ? Je n'en suis pas sûr. Mais on parle autant que les autres, autant que le règlement nous le permet. Simplement, ça dépend de vous, de savoir si on se fait entendre. Ça dépend. Et si la question est de savoir, si la question est de savoir est-ce que beaucoup d'amendements sont passés, combien de M. Mélenchon a-t-il fait adopter d'amendements ? Ça ne vous empêche pas d'en parler. Le groupe Les Constructifs, il a donc pour but de devenir peut-être un jour un parti, ou vous espérez que les Constructifs vont vous rejoindre à l'UDI ? Parce qu'à aucun moment ils n'en ont parlé. Il a permis en l'occurrence de rassembler ces gens du centre et de la droite progressiste à l'Assemblée nationale qui souhaitent travailler et incarner autre chose. Je le répète, il y a des gens à droite qui ont décidé de ne pas voter pour M. Macron contre Marine Le Pen. Nous ne partageons pas cette droite-là. Nous ne la partageons pas, c'est clair. Et donc ça crée évidemment entre nous une distance, un écart qui fait que, par exemple, vous me parliez des Républicains, Laurent Wauquiez a refusé non seulement d'appeler à voter Emmanuel Macron, mais de dire pour qui il avait voté. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Christian Estrosi n'ont pas eu ces pudeurs et ils ont été franchement dans la ligne de ce que j'appelle la démocratie française. Et donc, il y a effectivement une différence désormais. Et cette différence, nous cherchons simplement, à travers ce groupe-là, à travers d'autres initiatives dans les semaines ou dans les mois qui viennent, à rassembler ce centre et cette droite progressiste qui incarne autre chose que la politique du réflexe, où on est contre l'autre parce que ça n'est pas nous. Donc vous travaillez à la création d'un grand parti de centre droit ? Oui, je pense qu'on a un parti de centre, rassemblant le centre et la droite progressiste qui peut émerger de tout ça. Alors quelle en est la forme ? Vous savez, la recomposition n'est pas terminée. Quel sera le périmètre ? Est-ce que les partis politiques comme hier, ça fonctionne encore ? Tout ça, ce sont des réflexions, des discussions que nous avons, c'est bien normal. Vous savez, dans une crise, il y a deux moments. Il y a le moment où vous savez ce qu'on ne sera plus et où vous commencez à dessiner ce qu'on sera. Mais on est exactement au milieu de ce chemin-là. Est-ce que l'idée, c'est de faire après une coalition peut-être avec Emmanuel Macron ? Et finalement, est-ce qu'il a besoin de vous pour ça ? Mais la question ne se pose pas à nous, elle se pose à lui. Je vais vous dire les choses. Soit le président de la République fait comme ses prédécesseurs et il considère qu'en fait, il gouverne avec 400 députés, avec 24% des Français qui ont voté pour lui, c'est-à-dire 20%, un Français sur 5 à peu près, si on tient compte de l'abstention. Et il se dit, avec ça, je vais pouvoir gouverner. Soit, comme il le disait dans la campagne présidentielle, il veut constituer, sur un certain nombre de sujets, des majorités d'idées. Depuis qu'il est élu, on n'entend plus parler de majorité d'idées. S'il pense qu'il peut gouverner avec un Français sur 5, même avec 400 députés, je pense qu'il tombera dans les mêmes errements, dans les mêmes erreurs que Sarkozy et Hollande. Parce que quand vous gouvernez seul, vous finissez par gouverner contre.
Et moi, je crois qu'il faut gouverner pour. Et gouverner pour, ça nécessite de se rassembler. Mais il y a des sujets qui sont évidents. Sur la modernisation des institutions, sur la révision constitutionnelle, il y a besoin de parler ensemble. Vous êtes prêt à apporter les voix de l'UDI pour trouver les 3/5 du Parlement? Je suis prêt à apporter les idées de l'UDI et à en discuter. Soit le président est ouvert au débat, comme il le disait avant l'élection, et nous y sommes parfaitement ouverts, soit il est fermé. Concrètement, gouverner pour, oui. En marche au pas, non. Il y a un rapprochement avec le MoDem qui est en vue ou pas? Parce que François Bayrou à Guidel la semaine dernière a envisagé des possibilités de rassemblement. Alors aujourd'hui, le MoDem est allié avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous voyez des possibilités de rapprochement avec le MoDem? La difficulté, elle est très simple, c'est qu'aujourd'hui, François Bayrou et le MoDem sont des alliés d'En Marche. Ils sont dans le gouvernement, ils ont eu leurs députés élus grâce à Emmanuel Macron, et ils n'ont donc pas l'indépendance qui est la nôtre. Or, au moment où je vous dis toute cette séquence politique avec des résultats législatifs qui nous permettent de maintenir un groupe à l'Assemblée nationale, avec un groupe qui s'est renforcé considérablement au Sénat et l'élection d'Hervé Marseille à la tête de ce groupe, nous sommes en situation de mieux assumer, mieux défendre cette indépendance, avec d'ailleurs une échéance qui est l'élection européenne, dont vous savez qu'elle est pour nous une échéance très importante, même si malheureusement les Français n'y font pas toujours attention, pour porter une Europe qui change, qui soit réellement notre bouclier de protection et pas, au contraire, la pierre angulaire qui oblige à laisser rentrer tous les intérêts chinois, tous les intérêts américains et derrière leurs intérêts, leur mode de vie. Nous voulons préserver nos modes de vie et donc voilà. Alors sur le MoDem, il n'a pas l'indépendance qu'il souhaiterait. Est-ce que ça empêche d'avoir des réflexions sur le fond commun par des élus s'ils le souhaitent? Non, bien sûr. Alors on va écouter Boris Vallaud qui s'est exprimé au sujet du budget ce matin. À côté de ça, ces baisses d'impôts pour les plus riches seront financées par une augmentation pour les autres. Fiscalité du diesel, augmentation de la CSG. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une mesure de soutien aux plus démunis, aux plus pauvres, elle était étalée dans le temps. Regardez par exemple sur la taxe d'habitation. C'est une idée qu'on peut soutenir, même si elle préoccupe les collectivités locales. Elle est étalée sur 3 ans. Quand il s'est agi de décaler l'ISF, eh bien, ça a été remis au premier rang de l'agenda immédiatement, parce que probablement que le téléphone de l'Élysée et de Matignon ont dû chauffer. C'est un budget pour les riches, comme le pense Boris Vallaud? C'est exactement la caricature. Finalement, il est tout jeune député, il me fait penser à Laurent Wauquiez de l'autre côté, quoi. C'est la caricature habituelle. Le slogan « Président pour les riches », c'est un slogan. Maintenant, il faut regarder. Il y a une stratégie, et cette stratégie, je la partage, c'est de mettre le paquet sur ce qui peut permettre la compétitivité des entreprises. D'ailleurs, François Hollande, dont M. Vallaud était si proche, disait exactement la même chose. Simplement, le gouvernement d'Édouard Philippe le fait plus. Mettre plus de moyens dans ce qui permet de créer de la richesse, donc de l'emploi, ça doit être la priorité d'un gouvernement, et ça, je le partage. Dans ce budget, il y a aussi des mesures pour les plus pauvres. 100 euros de plus. Il y a 5 milliards pour l'ISF et la flat tax. 100 euros de plus, oui, c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'il y a à côté, excusez-moi. Il y a 80% des Français qui gagnent en pouvoir d'achat dans cette réforme. On ne peut pas dire qu'il y a 80% de riches, donc l'accusation, elle est ridicule. Est-ce que pour autant, dans ce budget, tout est satisfaisant? Non. Clairement, je dis que je suis opposé à la hausse de la CSG parce que je pense que c'est une erreur. C'est pas seulement parce qu'on monte des usines à gaz pour compenser, pour les fonctionnaires, pour les retraités. D'ailleurs, on verra que ça sera pas totalement compensé. Non, c'est simplement parce que le système est mauvais. Il fait peser, la CSG, tout l'effort de financement de notre protection sociale pardonnez-moi, sur le travail des Français, alors que la TVA compétitivité, elle fait payer notre protection sociale au moins en partie par ce qui est fabriqué à l'étranger. Voilà un désaccord politique. Ça ne m'empêche pas de dire que ce budget, par ailleurs, est plus sérieux que ceux que j'ai vus depuis 15 ans. Il n'est pas mensonger quand on prend la perspective de croissance. Il essaye de contenir un certain nombre de dépenses publiques malgré la dérive que François Hollande a lancée en lâchant une dizaine de milliards à la fin de l'été. Et puis il y a des choix, la CSG et d'autres, que je ne partage pas. Vous voyez, j'essaye simplement... La CSG, c'est une des pierres angulaires quand même de ce budget. Est-ce que vous pourriez le voter ou pas, ce budget? Je ne peux pas voter la CSG. Moi, j'ai dit très clairement que j'étais contre cette logique. Je pense que l'impôt est à la fois injuste puisque seuls les Français le payent alors qu'il y a beaucoup de produits qui viennent de l'étranger qui pourraient payer une partie de notre protection sociale. Donc tant qu'il y a la hausse de la CSG, pas de vote de budget. Je ne peux pas voter la hausse de la CSG quoi qu'il arrive. Donc vous voterez comme Bruno Retailleau. On va l'écouter d'ailleurs, Bruno Retailleau.
Donc Emmanuel Macron, ce qu'il propose va dans le bon sens. Non, parce que le budget, peut-être qu'on en parlera, prévoit simplement la suppression de 1600 postes de fonctionnaires. Or, la masse salariale de l'État, c'est le premier budget de l'État. On ne peut pas réduire le train de vie de l'État si on n'est pas un peu plus exigeant. Il y a une formidable injustice. Et surtout, il y a un manque de considération quand Emmanuel Macron dit aux élus locaux, vous êtes trop nombreux. En clair, vous êtes inutiles. Vous savez, les élus locaux, si je reprends une phrase de Tchekhov, ils ont pour charge de réparer les vivants. Lui non plus votera sans doute pas le budget, hein, Bruno Retailleau. 1600 suppressions de postes, pour vous, c'est assez, c'est suffisant, comparé aux 120 000 proposés par Emmanuel Macron sur l'ensemble du quinquennat? C'est clair que c'est un effort insuffisant, mais disons les choses concrètement, le gouvernement est arrivé il y a 4 mois. Et donc identifier les postes d'économie, etc., quand les mêmes, Bruno Retailleau lui aussi, vont demander plus de policiers, plus de militaires, moi aussi, plus de magistrats, moi aussi. Alors vous savez, au bout d'un moment, demander plus de fonctionnaires et demander à ce que le nombre réduise, ça me paraît bon. En revanche, puisque dans sa candidature, M. Macron proposait 120 000, s'il commence par 1600, je ne sais pas comment il va faire sur les 4 prochaines années, ça c'est vrai. Et je pense qu'il y a des efforts à faire dans la fonction publique, mais surtout une réflexion sur le périmètre de la fonction publique. Est-ce qu'on est obligé d'être fonctionnaire avec le statut de fonctionnaire pour tous les types d'actions de l'État? Je souhaiterais qu'on ouvre cette réflexion. Je comprends parfaitement que le statut de la fonction publique protège un magistrat, un policier, un enseignant, parce qu'on a besoin de leur neutralité vis-à-vis du pouvoir politique ou des pouvoirs financiers. Mais il y a d'autres missions qui sont rendues par les services de l'État ou les services des collectivités locales qui ne nécessitent pas le statut de la fonction publique. Aujourd'hui, il y a une grande manifestation unitaire de toute la fonction publique. Est-ce que les fonctionnaires sont quand même un peu les laissés pour compte de ce budget quand on regarde qu'ils sont mis à contribution sur le gel du point d'indice, sur les suppressions de postes, sur le jour de carence? Les suppressions de postes, vous venez de dire qu'elles sont marginales. Le gel du point d'indice, très franchement, vient après que M. Hollande ait distribué du pouvoir d'achat aux fonctionnaires de différentes façons. Mais ça représente 3,5% d'augmentation du budget de l'État en direction des fonctionnaires, sans compter les collectivités locales. Donc on ne peut pas dire qu'on soit dans la rigueur ou dans l'austérité. Est-ce qu'on peut rappeler quand même que dans les pays qui ont connu des difficultés financières aussi graves, voire plus graves que les nôtres, le salaire des fonctionnaires a baissé de 20 à 25%. Je ne demande en rien que ça puisse se produire en France. Mais à force Mais de ceux dire, des salariés du privé augmentent, 80%, vous l'avez dit tout à l'heure. Toujours plus, eh bien, on revient sur l'erreur de la CSG. Oui, ça augmente le salaire des gens du privé, mais ils n'arriveront pas à compenser efficacement sur les fonctionnaires. Donc vous voyez, il ne faut pas tout mélanger. Moi, j'en ai assez qu'on veuille faire des packages globaux, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Votre réflexion, quand vous dites vous allez voter comme Retailleau, je me fiche de savoir ce qu'il va voter. Je vais voter en fonction de ce qu'on me présente. Je pense, par exemple, qu'on doit revoir le périmètre de la fonction publique. Je pense que la TVA compétitivité fait payer tout ça, ce sont des idées qui sont partagées par Bruno Retailleau et par la droite, c'est pour ça. Ah bah, il a fallu 10 ans pour qu'ils se convertissent à la TVA compétitivité, quel dommage. Comme quoi, il aurait mieux valu que ce soit nous qui ayons les rênes. Un dernier mot sur la Catalogne. Est-ce que le président catalan doit déclarer l'indépendance ce soir? Vous êtes très pro-européen. Ça vous inquiète? Je crois que la situation de crise est inquiétante. Et moi, j'avais rencontré le président catalan il y a quelques mois. Ce que je crois, c'est que l'objectif au départ des Catalans n'était pas l'indépendance, mais d'avoir une meilleure répartition des rôles à l'intérieur de l'Espagne. Plus d'indépendance, mais à l'intérieur de l'Espagne. En tout cas, il semblait prêt à l'époque à en parler et à le négocier. Mais il y a une chose qui est surprenante, c'est que la Catalogne demande son indépendance. Mais quand, comme les Basques espagnols, on leur a demandé il y a quelques années l'autonomie fiscale, l'autonomie financière, ils l'ont refusé. Je pense qu'il faudrait que l'Europe elle serve à remettre tout le monde autour de la table pour redevenir raisonnable. Il y a beaucoup d'excès d'un côté, il y a eu les violences perpétrées par le gouvernement espagnol. Il faut que tout le monde redevienne raisonnable parce que le président catalan, dans ces cas-là, ne sert pas la Catalogne et M. Rajoy a entaché l'image de l'Espagne. Merci Jean-Christophe Lagarde d'avoir été avec nous ce matin, président de l'UTI, député de Seine-Saint-Denis. Très bonne journée à vous.